l'époque, il avait même dit qu'il pouvait se contenter d'un seul mandat. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir faire tout ce qui est différent de ce qu'il a dit. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices de la radio Bakambi. Bakambi Radio est une radio qui est basée au Royaume-Uni mais qui émet sur Internet. Vous pouvez nous suivre partout où vous êtes en téléchargeant notre application sur Google Store et puis vous connectez et vous nous suivez. Ce soir, nous sommes en compagnie de 4 experts, 4 membres, 4 panélistes qui chacun analyse l'actualité selon ce que eux l'ont compris pour vous et pour mieux vous aider à la comprendre. Nous aurons aujourd'hui le plaisir de recevoir monsieur un revenant, mais il a été là, il était là avant, et puis pris dans d'autres occupations, la fonction, et il est revenu et il reviendra de temps en temps quand le temps le lui permettra. Monsieur Ngoma, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et à mes très chers panélistes aussi, je dis bonsoir. Comme vous avez su le dire, j'avais beaucoup d'occupations qui ont fait que je ne pouvais pas m'assurer d'une présence perpétuelle entre-temps. Mais bon, les choses commencent à se clarifier et je crois que je vais être là plus souvent que possible. Avec l'espoir que la discussion ce soir tiendra aussi le niveau, comme d'habitude. Merci beaucoup, mais on compte sur votre expertise pour ça. On compte sur votre retour pour donner ce coup de souffle qui pousse encore plus haut notre émission. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir et de pouvoir garder, nous espérons le plus longtemps possible, tout le long de nos émissions, monsieur Balakone, le docteur Balakone, qui lui est du côté du Mali, un globe-trotter qui se retrouve au Mali, mais qui bientôt prendra l'avion pour revenir dans le froid de la France et comme tout homme, toute personne, se battre et faire tout pour que l'Afrique profite de son expérience. Monsieur Balakone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kaïs Ebelele. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aussi à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices et à la radio Bakambi et puis à l'ensemble des gens qui nous écoutent. Je suis très ravi d'être là, comme d'habitude. Ça me fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. D'accord. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Balakone. Docteur Balakone, on rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Nous aurons le plaisir et la chance aussi de pouvoir avoir ceux qui sont fidèles, qui forment ce carré qui s'agrandit. Monsieur Samba Djankoumi, Jean-Richard Samba Djankoumi, résistant de la place de Paris. Pas professeur, plutôt j'ai confondu avec monsieur Ndian qui n'est pas encore pour l'instant. Plutôt économiste, mais est aussi homme d'affaires et résistant. Monsieur Samba Djankoumi, bonsoir. Bonsoir, chers amis et collègues administrateurs du média Bakambi Radio, Kaïs et Belébé. Bonsoir à tous. Plus particulièrement, on appelle par revenant en disant, monsieur Gouma, bon retour. Oui. À l'antenne et aux auditeurs et auditrices. Bonsoir, j'ose croire que malgré le nombre que nous sommes, la répartition du temps ne posera pas problème, comme on se connaît en tant que parolier ou comme africain. Bonsoir à tous. D'accord, bonsoir. Merci beaucoup. Merci de dire, ce n'est pas un revenant, mais c'est plutôt un de nos fidèles experts qui parfois, même quand il n'est pas là, il arrive toujours à envoyer des petites notes pour que je puisse... m'améliorer. Merci beaucoup, monsieur Ngoma. C'est pas revenant, mais plutôt un de nos fidèles experts qui reprend petit à petit sa place. Nous aurons aussi, mais nous avons toujours, monsieur Gaïno, politologue adjoint au maire dans la ville de Longo, c'est ça, je me trompe souvent, dans la sorte. Oui, Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kaïs, bonsoir les auditeurs, bonsoir les amis panélistes, bienvenue et bon retour à monsieur Ngoma. Et j'espère que nous allons passer une bonne soirée pour débattre des sujets que monsieur Kaïs a voulu nous proposer ce soir. Merci à tous. D'accord, ça sera plutôt que l'actualité nous impose. L'actualité est riche, il fallait trier entre ce qu'on allait traiter, pas traiter, mais dommage parce qu'on en a beaucoup, mais donc on a choisi pour commencer le retour pour certains, le retour du corps ou de l'esprit de Emery Patrice Lumumba qui a été remis à la famille par les autorités belges. Ce retour-là
Pour certains, c'est plutôt le retour d'une dent qui avait été arrachée ou qui, pour certains, crée polémique et ne serait pas la vraie dent de M. Lumumba, du Premier ministre Lumumba, Feu Lumumba, et qui aussi, pour certains, pose polémique. Alors moi, je vous pose à vous, chacun d'entre vous. On va commencer par M. Ngoma qui, j'espère, les gens vont se réhabituer à votre voix. M. Ngoma, pour vous, la remise de la dent, c'est un geste d'apaisement ou c'est une polémique, c'est une humiliation pour les Africains? Non, c'est pas un geste d'apaisement, c'est pas une humiliation, c'est plutôt la reconnaissance du crime. Nous savions que M. Lumumba avait été plongé dans un bain d'acide et qu'il était difficile qu'il y ait des restes. Mais bon, la Providence a voulu que l'une des personnes qui était chargée de faire disparaître le corps de Lumumba ait gardé sur lui la dent. Et quand il a commencé à s'en vanter sur les médias, la Belgique l'a saisi. Donc, comme dirait sa fille, aujourd'hui, M. Lumumba qui n'avait qu'une date de mort sans savoir vraiment où, et ça durait un peu trop longtemps. La famille avait besoin de terminer son deuil du point de vue de la famille, mais cela ne change rien du point de vue des lumumbistes qu'il y a à travers le monde. Parce que le sort de M. Lumumba était connu au moins depuis plus d'un quart de siècle. Les gens en ont parlé, ils en ont fait des films, ils ont écrit, et tous nous savons les circonstances troubles qui ont entraîné, qui ont accompagné la mort de M. Lumumba. Bon, aujourd'hui, la Belgique, qui n'est plus la même puissance qu'elle était en 1961, certainement, on sait que il va falloir faire une opération de charme vers Kinshasa et en contribuant comme cela, on va voir quelles vont être les réactions de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa va prendre ça comme un acte de défiance, un acte de moquerie? Mais je crois que en tout et pour tout, c'est une reconnaissance déjà, une reconnaissance du crime. Il aurait pu y avoir là-dedans d'une personne qui a été mise dans un bain d'acide que quelqu'un qui était là. Et donc, c'est la reconnaissance parfaite du crime. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Koné, est-ce que vous êtes comme ceux qui pensent que c'est une humiliation, mais c'est plutôt, comme dit M. Ngoma, un geste de reconnaissance du crime et que ça permet à la famille de faire son deuil et puis de passer, si possible, à l'autre étape. Je ne sais pas s'il y aura indemnisation, est-ce que c'est important ou bien qu'est-ce qui peut se passer après qu'on ait remis la dent pour la famille et pour les Africains qui, pour certains, c'était une forme d'humiliation et pour d'autres, la reconnaissance du crime, comme l'a dit M. Ngoma. Oui, merci M. Kaïs. Je tiens personnellement à remercier M. Ngoma pour ses propos. C'est vraiment vrai ce qu'il a dit. C'est quand même un retour triomphal de la vérité. C'est ce que je l'appelle comme ça, un retour triomphal de la vérité, parce qu'il y avait eu plusieurs années, depuis les toutes premières heures de l'assassinat de M. Lumumba, tout le monde savait qui était derrière ça en réalité. Donc c'est un retour véridique, triomphal de la vérité en réalité. Donc c'est aussi une dignité retrouvée. Moi je l'appelle comme ça, parce que peut-être pour d'autres, pour certaines c'est une dent, mais en réalité c'est aussi le retour du président, paix à son âme, Lumumba, dans son pays, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse aller se reposer aux côtés de ses siens. Donc, c'est quelque chose de magnifique et nous ne pouvons que remercier les autorités belges pour leur collaboration et puis c'est dans cette dynamique qu'on doit continuer surtout, quoi. Donc, pour moi, c'est le retour de la dignité sur le continent africain. Je l'appelle de cette façon, en réalité, parce que M. Lumumba mérite de se reposer auprès de ses siens, auprès de ses ancêtres. Donc, c'est un retour de la dignité, c'est un retour de la vérité qui est triomphale en réalité. Donc, nous pouvons, tout ça, ça doit nous inspirer en réalité dans nos analyses, dans tout ce que nous faisons. Donc, M. Ngoma a pratiquement répondu l'essentiel de cette question. Je pense que je me rejoins à lui pour remercier déjà les autorités belges qui ont procédé à ce retour de M. Lumumba auprès de ses siens qui est le continent africain. Merci. Merci beaucoup, M. Koné. Alors, M. Gaïno, merci. L'analyse politique, c'est elle vous revient et puis après... Oui, merci. Je voudrais dire comme mes prédécesseurs que c'est un geste qu'il faut saluer parce qu'après 61 ans, de voir un tel symbole remis aux parents de la victime est une victoire. Comme on dit toujours que le criminel revient sur le lieu de son crime. C'est donc un aveu de la Belgique
qui reconnaît avoir tué un leader tout simplement parce qu'il voulait avoir un gouvernement des gens acquis à leur cause. Il faut savoir que de ce symbole-là, on a le regret de ne pas voir les deux autres, c'est-à-dire Monsieur Maurice Polo et Joseph Okito, qui ont subi le même sort que Monsieur Lumumba, Patrice Lumumba, malheureusement dont on n'a pas de souvenir. Donc ce retour de symbole est pour nous un aveu de la Belgique et de ce que les Africains vivent depuis la colonisation jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les africanistes, les gens qui veulent défendre le droit des Africains, sont toujours éliminés par les Occidentaux. Nous devons en prendre conscience. À l'époque, c'est-à-dire avant l'indépendance du Congo démocratique, les autorités belges voulaient absolument un gouvernement modéré, fondamentalement disposé à collaborer avec eux, ou avec elles, pardon, si je parle des autorités, et éviter d'avoir dans ses rangs les personnalités telles que Kasavubu, telles que Patrice Lumumba, qui pouvaient faire le jeu de l'Est. À cette époque-là, il y avait les deux blocs, il faut le savoir. Et donc, en éliminant cet homme qui n'avait pas que le charisme, mais qui savait convaincre, qui avait convaincu la population du Congo, du Zaïre de l'époque, du Congo démocratique de l'époque, qui leur montrait le chemin de leur libération. Il fallait absolument l'éliminer coûte que coûte, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils reconnaissent l'avoir fait. Peu importe que cette dent soit de lui ou pas, c'est un symbole dont nous devons être fiers de voir qu'enfin, la Belgique reconnaît à travers ce symbole, le fait d'avoir gardé ce symbole, la Belgique reconnaît avoir commis ce crime-là. Et il revient maintenant aux Africains de prendre conscience de ce crime et d'en tirer des leçons si nécessaire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre ce geste de la Belgique, tout en reconnaissant que c'est un bon geste, mais tout aussi en reconnaissant que c'est un geste d'aveu, c'est un geste de reconnaissance d'avoir assassiné Patrice Lumumba et les deux autres. Nous ne devons pas les oublier, Maurice Polo et Joseph Okito. Je crois que ce sont là des personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays, qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et ce symbole, pour moi, est quelque chose de très, très important. Voilà ce qu'on peut dire sur ce retour. Et maintenant, à travers ce symbole, le Lumumba va reposer en paix. J'espère que nous, les Africains, nous allons en tirer suffisamment de leçons. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à M. Samuel Nkoumbi, résistant. M. Samuel Nkoumbi, la résistance, elle se réjouit aujourd'hui de cet acte. Ben, vous savez, quand j'entends mes prédécesseurs, je suis tout à fait émotionné au-delà des mots. Moi, je dirais, je classerais cet événement sous deux volets, les facteurs et les enjeux. Dans les facteurs, nous avons compris que l'ancienne puissance coloniale avait validé une volonté inouïe, une volonté manifeste des pouvoirs économico-financiers parce qu'ils pensaient que Lumumba était en train et c'est la conception à l'occidental qui avait primé. Et vous comprendrez aussi que, au-delà de l'émotif ou de l'émotion que certains Africains viennent pour critiquer, je pense plutôt que le terme a été trouvé, c'est le symbolique. Et ce symbolique, c'est maintenant aux Africains de prendre connaissance que le mensonge est toujours combattu et la vérité finit toujours par dire son dernier mot. À ceux qui se considèrent ou qui veulent protéger les intérêts des Occidentaux, qui détruisent leurs frères, la vérité finira par les rattraper. Et pour avoir suivi le dossier, vous comprendrez qu'il y a une lecture politique et une lecture juridique de ces situations-là. Pour la lecture politique, c'est une avancée, mais la lecture juridique, elle est encore dans ses balbutiements. Et je dirais à la famille Lumumba, votre combat pour le repos éternel de papa, de l'homme politique, dans d'autres pays aussi, surtout au Congo-Brazzaville, nous avons un combat identique. Parce que tant que les crimes de sang ne sont pas réévalués, l'Afrique ne connaîtra jamais le développement, à moins que ça puisse être une mascarade permanente
de génération en génération. Merci. Merci, M. Majakoumi. Monsieur Kaye, pardon, je voudrais ajouter un mot que j'ai failli oublier. Il faut dire à nos auditeurs que le retour de la don du héros national se déroule au moment où la RDC subit des agressions armées dans l'Est. C'est très important. Les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont réunis récemment en Nairobi pour voir comment envoyer une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit qui dure. Le Rwanda, vous savez très bien, est accusé de soutenir les rebelles de M23. Et l'Ouganda, ces deux grandes puissances de l'Afrique de l'Est, sont en train de faire un jeu trouble. Le Rwanda, l'Ouganda, deux puissances de la région, qui cherchent justement à contrôler ces zones d'influence de Kivu, d'Inkuri, tout simplement parce que ce sont des zones très riches en or, en coltan, en bois, en pétrole, et ainsi de suite. Donc, le retour de cette danse symbolique doit faire prendre conscience à nos frères de la RDC du combat qu'ils sont en train de mener dans l'Est, puisqu'aujourd'hui, ces peuples-là sont en train de subir encore une autre pression, c'est-à-dire la pression des armes qu'apporte le groupe de M22. Donc, c'est très important quand même de souligner ce fait-là, parce que tous ces pays-là ont besoin de la paix. C'est nous-mêmes qui troublons cette paix-là. Et je crois que ce symbole devrait attirer l'attention des responsables africains de pouvoir comprendre, de ne pas financer les forces du mal, ne pas soutenir les forces du mal. Parce que regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ce qui se passe en RDC. Ça nous déstabilise. Et je crois que c'est le moment où nous, Africains, devons prendre conscience qu'aucun État ne doit soutenir ces forces du mal. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci de me l'avoir permis. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous l'avez Ok, souligné. Monsieur Caius, j'aimerais saisir le ballon au banc. Au-delà de tout ce qui se passe, il faut aussi regarder les signes du temps. Quand on dit que le Rwanda et l'Ouganda attaquent la RDC, c'est pas deux personnes différentes. C'est une seule et même personne, parce que vous n'oublierez pas que l'actuel président du Rwanda a été l'officier chargé de renseignement de l'armée ougandaise qui a été formé du renseignement militaire de l'armée ougandaise qui lui a été formé aux États-Unis. Merci pour cette précision. Merci pour cette précision. À un moment où la Russie est entrée, la Russie où il y a eu une université Lumumba, l'un des rares pays développés au monde qui a sur son terrain, sur son sol, une université Lumumba. Et il y a 2 semaines, le peuple de l'Est de la République du Congo criait: nous, on veut recourir à la Russie. Nous voulons recourir à la Russie pour que cette histoire finisse. Et les pouvoirs de Kinshasa qui pensaient que il fallait peut-être aller vers les États-Unis, mais les États-Unis ont toujours été complices de la déstabilisation de cette partie du pays. Et donc, à un moment où les choses sont en train de se faire dans ce sens-là, il fallait peut-être trouver quelqu'un qui va porter le chapeau, et pour continuer certainement, il va falloir que la RDC continue à faire pression pour ne pas que ce cartel-là, qui à l'époque a tué Lumumba parce qu'il pensait que Lumumba c'était un gauchiste, c'était un homme au moment de la guerre froide qui pouvait emmener la RDC avec toutes ses richesses dans le bloc socialiste. Et aujourd'hui encore, si la Russie peut s'accaparer du sous-sol congolais, s'ils sont déjà en train de dire qu'ils ont Satan 2 ou je sais pas quoi que les autres n'ont pas, à bien plus forte raison quand ils auront tout ce qu'il y a dans le sous-sol de la RDC. Rappelons-nous que les bombes qui ont tué à Nagasaki et Hiroshima venaient tout droit, c'était un don de l'uranium qui a servi là-bas, c'était un don de la Belgique aux USA. Alors, à un moment, la Russie est en train de vouloir parler de rééquilibrer les forces, c'est un élément à prendre en ligne de compte pour les analystes politiciens, pour les gens qui veulent faire carrière dans la politique et pour les gens qui observent comment le Nord a manipulé le Sud et les cadres des enfants du Sud entre le Nord en termes de l'Occident, comment l'Occident a manipulé les cadres, les gens d'Afrique entre eux pour éviter la reconnaissance des choses. Tant que les Lumumba et Kabila étaient là, je ne pense pas que ceci aurait pu arriver. Si ceci est arrivé, il va certainement falloir continuer sur ce chemin. Et comme le disait M. Samuel Koumbi, que dans notre pays aussi, qui d'une façon ou d'une autre est sous le choc du désir d'une nation européenne
que nous puissions aussi ressentir tous ces dossiers pour nous libérer de ces choses qui maintiennent encore le Congo sous le joug impérialiste avec des gens qui, à la tête du pays, sont la représentation de l'impérialiste et qui ne veulent rien faire. Et la preuve n'est pas loin pour le dire. Nous n'en sommes pas là. Revenons à pourquoi nous sommes là. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos analyses. Alors, comme vous l'avez dit, la RDC, elle est attaquée à l'est et là, les populations vont debout pour pouvoir faire que cela s'arrête. J'ai cru voir un reportage où on avait dit qu'on avait réussi à découvrir les caches d'armes du M23 qui auraient fui et qu'on aurait repris en tout cas une bonne partie de la zone de l'Est. L'information devrait être confirmée, il faudra vérifier. Mais entre-temps, il y a eu un procès en RDC, en même temps qu'il y a eu cette cérémonie-là. C'est le procès de Caméré avec un acquittement qui a surpris tout le monde. L'acquittement de Caméré, du président Caméré, enfin l'ancien directeur de cabinet du président, pour vous, ça rentre aussi dans la continuité de cette espèce de réconciliation de la nation, ou tout simplement c'était un procès qui n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'il n'y avait pas de preuves. Monsieur Samana Koumi en premier qui avait terminé. Mais, vous savez, le souhait par rapport au procès Caméré, je crois que il est encore trop tôt d'analyser. Monsieur Ndian, bonsoir, il nous a rejoint. Monsieur Ndian. Je vous signale que Monsieur Ndian nous a rejoint. Bonsoir, pour nous, la situation de M. Caméré, elle est aussi compliquée que bizarre. Il y a des enjeux à l'intérieur, des enjeux de sécurité, des enjeux politiques, des enjeux des hommes d'affaires. Donc, je pense plutôt que c'est une justice à deux balles. Hein. Et que pour nous, c'est une justice à deux balles. Il est encore trop tôt d'analyser le volet de l'acquittement. Laissons le temps se faire et 2023, on est déjà à l'orée. Vous vous rappellerez que même l'arrivée de Félix Tshilombo au pouvoir a surpris tout le monde. Alors que quelque temps avant, il s'était retrouvé en Suisse et les trois avaient décidé, ou les cinq avaient signé un pacte. Donc la politique en RDC, c'est un match à combat et judo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ngoma, pour vous, le procès Caméré. Alors le procès Caméré, c'est ce que l'on appelle les troubles faits dans la politique. Caméré lui-même, déjà, c'est vraiment un gros trouble fait. Parce que si on regarde ses origines, d'aucuns disent qu'il est d'une origine floue. Parce que quand il avait été reconnu comme étudiant en RDC en provenance du Burundi. Bon, on peut être né d'un père et d'une mère d'une part et d'autre de la frontière, ce qui explique cela. Maintenant, le fait que j'ai suivi tout le procès dans sa première phase, j'ai pas suivi comment particulièrement, qu'est-ce qui a fait que les choses soient allées dans tout l'autre sens. Mais bon, comme on a dit, il faut peut-être observer. Il faut pas être pressé. Est-ce que c'est pas toute la stratégie qui consistait à faire autre chose pendant que lui, il était en tôle? Est-ce que c'était Tshisekedi qui voulait se débarrasser d'un candidat qui le gênait? Est-ce que Caméré qui a montré ses acquaintances avec ces dirigeants des pays limitrophes qui en veulent à la RDC, comment allons-nous gérer toutes ces choses? Je crois que c'est vraiment un trouble fait. C'est une carte sur la politique locale que l'on ne sait pas. Oui, le jour où il a été mis en prison, il y a toute une population qui s'est soulevée à l'Est seulement parce qu'il avait été condamné. Est-ce normal encore en ce 21e siècle que parce que l'un des nôtres est condamné, à juste ou à tort, que les gens se lèvent sur des bases de la tribu, ou plutôt qu'il fallait attendre que la vérité se fasse toujours comme aujourd'hui, sans pour autant, et tous ceux qui ont perdu leur vie en tout temps, tous les gens de la tribu du président qui avaient été tués dans ces régions de l'Est, vont-ils retrouver la vie? Le premier juge qui a trouvé la mort, on appelait le juge Yaliaï, à cause de ce procès qui à l'époque avait des problèmes. Pensez-vous qu'il n'y avait rien et que cet homme ait trouvé la mort et que soudainement aujourd'hui, par un coup d'éponge magique, il soit tout blanchi? Il y a à boire et à manger dans cette histoire-là, comme on a dit. Nous ne critiquons pas à faire
de commentaires. Merci. Monsieur Koné, vous vouliez dire quelque chose? J'ai pas bien entendu, hein, c'était coupé, j'avais pas de réseau. Vous avez parlé de quoi? J'ai pas très bien entendu. D'accord, on est en train de parler du procès Caméré qui s'est tenu entre-temps. Oui, allô? Vous entendez, monsieur Koné? Oui, là, je vous entends, oui. Oui, on parlait du procès du directeur de cabinet du président Tshisekedi qui a eu lieu, disons que l'appel, je crois que c'est l'appel, hein, il a été acquitté de toutes les charges. Il a fait la prison. On rappelle qu'il a quand même fait la prison. Il a été acquitté. Et là, avec la cérémonie de remise d'une partie, on va dire, du corps de Lumumba, est-ce que pour vous, on peut imaginer, comme l'a dit un peu Serge, l'a dit M. Ngoma, est-ce qu'il y a un jeu derrière? Est-ce que les puissances extérieures qui attaquent la RDC ont demandé une espèce de libération, de ne pas continuer sur ce chemin-là? Ou tout simplement, le procès, il a montré ses vérités? Ou alors, comme on dit pour l'instant, nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté, pourquoi il a acquitté. Quand on arrête quelqu'un, c'est qu'il y a des preuves. Hein. Oui, merci M. Kaï. C'est déjà avant de revenir sur le procès de Vital Kamerhe. Donc, je pense que c'est très important pourquoi M. Kamerhe a été mis en accusation. Parce qu'il a été mis en accusation pour le détournement de plus de 50 millions de dollars. Donc, tout le monde le sait. Nous sommes tous au courant de cette actualité. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à la justice surtout. C'est très important de faire confiance à la justice. Donc, c'est M. Kamerhe, comme la justice l'a accusé pour le détournement de ces 50 millions de dollars, la peine a été réduite à 13 ans de prison, d'après ce qu'on en sait, d'après les informations. Donc, son acquittement, je pense que c'est important que la justice s'explique sur les raisons qui ont fait qu'il a été acquitté. Ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves dans le dossier, pour absence de preuves. Oui, mais quelle absence de preuves? Comment on peut accuser quelqu'un du détournement de plus de 50 millions de dollars et puis quelques semaines ou quelques mois après, on nous dit qu'il n'y a pas de preuves? Donc, déjà, dès qu'on a introduit l'accusation, ça veut dire qu'on avait des éléments de réflexion, des éléments de preuve qui nous permettaient de le mettre en accusation. Donc, je comprends pas aujourd'hui, après ces quelques temps passés, je sais pas en réalité. Moi, je fais confiance à la justice, surtout à la justice congolaise, et j'espère qu'ils vont revoir ces dossiers. Et puis, s'il y a des manquements qui ont été commis, et que c'est tout à fait légitime, normal qu'ils soient condamnés par rapport à tout ça, en réalité. Donc, j'en revenant toujours sur M. Lumumba, je voulais dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le retour de l'enfant béni au pays. C'est le retour de la dignité sur le continent africain. Ça doit tous nous permettre de revoir autrement les choses, comme on l'a toujours dit. Parce que ces mêmes pères de l'indépendance qui ont proclamé l'indépendance, ils avaient une forte conviction pour nos pays. Ils avaient un idéal pour nos pays. Aujourd'hui, depuis l'assassinat de ces premières pères, on se retrouve avec des gens qui nous gouvernent, qu'on ne se reconnaît plus dans ces personnes-là aujourd'hui. Donc, c'est très important. Et puis, c'est le retour de la dignité, comme je l'ai dit. C'est pas, pour moi, c'est pas qu'une danse, en réalité. Il y a tout un symbole qui est derrière tout ça. Donc, ça doit nous permettre de nous remobiliser, de savoir en réalité ce que nous voulons. C'est surtout ça le plus important. Merci. Alors, on va entendre M. Patrick Ndian. M. Ndian, on a évoqué le cas de la cérémonie de retour des restes de Patrice Lumumba. Je pense que vous êtes arrivé après, mais on en a parlé. Et là, on parlait du procès Caméré. Où là aussi, le procès Caméré coïncide avec la cérémonie. Et il y a un acquittement, comme dit tout à l'heure M. Ngoma et comme vient de le dire M. Balakone, le docteur Balakone. Est-ce qu'on peut expliquer comment on peut acquitter quelqu'un quand on nous a dit à nous tous qu'il y avait quelque chose, que le dossier était vraiment... Il y avait assez des preuves accablantes et là, il y a acquittement. Alors, comment on explique? Est-ce qu'il y a un lien avec le retour ou bien la paix qui doit avoir lieu, qu'on espère avoir dans l'Est? Écoutez, Monsieur Cayus, je présente toutes mes excuses à nos auditeurs pour mon retard sur le panel, mais pour la deuxième question, concernant le retour, pas de la dépouille mortelle, mais d'une partie du corps symbolique, notamment de ces deux dents, pardon? C'est monsieur Samanakoumi qui parle. Monsieur Samanakoumi, quand vous parlez, vous pouvez arrêter votre micro. Coupez le micro. Allez-y, monsieur Ndian. Donc, je disais, en ce qui concerne cette deuxième partie du retour de deux dents, non pas de la dépouille mortelle entière, mais seulement de deux dents de notre héros, non seulement national, mais je dirais panafricain, notamment Emery Patrice Lumumba. Ce retour-là a deux dimensions. Une dimension familiale, humaine, et une dimension politique. En ce qui concerne M. Caméré, le problème est de dimension juste politique. Bon, je vais commencer par Caméré. Par éducation politique personnelle. Moi,
je ne commente pas une décision de justice parce que c'est la justice d'un pays qui a été rendue en fonction des éléments en leur disposition. Je ne peux pas dire que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Non, je me refuse. Pourquoi? Tout simplement parce que le cas Caméré est un cas complexe et beaucoup stratégique. Le personnage Vital Caméré, rien que en tant que ça, dans la position qui est la sienne, qui était la sienne, d'avoir travaillé d'une part avec son excellence le président Kabila et après avec son excellence actuelle monsieur Félix Tshisekedi et en tant que président d'un parti politique qui est l'Union pour la nation congolaise, hier condamné, aujourd'hui acquitté, je me refuse par éducation de pouvoir analyser une décision de justice. Je dis que la justice s'est rendue, la justice a rendu son verdict, respectant ce verdict. Maintenant, en ce qui concerne Emery Patrice Lumumba, moi personnellement, je dis tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement, le retour de sa dent, de ses dents, la mise à disposition de la famille de ces deux dents-là, telles qu'on a vu sur les réseaux sociaux, à double dimension. La dimension socio-familiale et la dimension politique. En ce qui concerne la dimension socio-familiale, moi, en tant que Bantou, en tant qu'Africain, je respecte la mort, je veux dire, je respecte le deuil, je respecte la position de la famille qui, depuis la mort de leur papa, notamment monsieur Emery Patrice Lumumba, en tant que père d'abord, au-delà de la partie politique, qui est mort dans les conditions atroces que nous connaissons, arrêté, enterré, déterré, mis dans un fût d'acide et finalement, avec toutes les souffrances qu'on lui a fait subir, on a pu récupérer une ou deux dents, tel qu'on le voit là. La famille n'a jamais fait son deuil jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous, les Africains, on aime la symbolique. Il faut qu'on ait quand même, ne fût-ce que un cimetière où aller chaque 1er novembre déposer une gerbe de fleurs. Bref. Donc aujourd'hui, le fait que le gouvernement belge met à la disposition de la famille Emery Patrice Lumumba une partie de son corps, eh bien, je me dis que, humainement parlant, c'est bien, ça permettra à ce que la famille puisse, une fois pour toutes, faire son deuil. La deuxième dimension, elle est politique. Et c'est celle-là qui donne à boire et à manger. Je pense que monsieur Emery Patrice Lumumba, le personnage politique de monsieur Emery Patrice Lumumba, mérite plus. C'est-à-dire, on ne doit pas considérer le gouvernement belge et même le gouvernement de la RDC ne devrait pas considérer Emery Patrice Lumumba comme un simple homme politique congolais. Non. On devrait le considérer, dans sa fonction de l'époque, premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, et ensuite, aujourd'hui, avec la dimension internationale qu'il a eu à prendre en tant que panafricain. Et donc, la RDC ne devait pas se contenter de l'aspect remise d'une partie de la dépouille mortelle, l'aspect remise des deux dons, il devrait en profiter normalement pour demander à la Belgique, non pas seulement des simples présentations des excuses à la famille de Emery Patrice Lumumba ou des excuses à la RDC, c'est pas suffisant. À mon avis, on devait profiter de cette occasion parce que Emery Patrice Lumumba n'a pas été tué seul, hein. Il n'a pas été assassiné seul. Ils n'étaient même pas deux, comme on le dit. Ce jour-là, ils étaient deux, mais avant et après. Donc, on devait en profiter par cette occasion pour mettre en cause, condamner. La RDC devrait condamner l'attitude assassin du gouvernement belge vis-à-vis de tous les martyrs qui ont contribué à l'obtention non seulement de l'indépendance, mais tous ceux qui ont travaillé pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et particulièrement, je pense par exemple, avant Emery Patrice Lumumba, il y a des gens qui ont lutté pour ça, hein, pour l'indépendance du Congo, de la RDC. Je pense particulièrement au grand martyr qu'on appelle Simon Kimbangu, qui déjà en 1921 avait demandé le départ des Belges. N'oubliez pas que vous êtes arrivé en arrêté retard, par même si vous voulez l'administration rattraper coloniale belge, a été mis en prison, Ça. a été mis en prison, est resté en prison pendant pendant exactement 30 ans. Et donc, on devait en profiter aussi pour demander aussi, non seulement les excuses, comme on dit, mais voilà. On ne devait pas s'arrêter seulement aux excuses. On devait parler aussi de la réparation de ces différents dommages directs et indirects collatéraux qui ont été causés par l'administration coloniale belge de l'époque. Donc, on ne doit pas seulement s'arrêter à la partie excuses, mais on doit aussi aller à la partie réparation. Voilà mon point de vue sur le retour des deux dents de Emery Patrice Lumumba. D'accord. Merci. Est-ce que Oui, d'autres... M. Kaïs, je me permets d'intervenir pour appuyer un peu ce qu'a dit M. Patrick Ndion. C'est tout à fait légitime. Je m'excuse, c'est vraiment désolé, je fais d'intervenir comme ça, mais c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait utile de demander une réparation. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le demander, il faut l'exiger surtout. C'est très important parce qu'on ne peut pas continuer
comme ça, attirer nos leaders. Et puis, à la fin, c'est vrai que ça fait plus de pratiquement 50, 60 ans. Ça nous fait plaisir d'avoir ce retour de la dignité sur notre continent. Parce que j'estime que M. Lumumba, moi, je le qualifie de cette expression, le retour de la dignité sur le continent africain. C'est tout à fait mérité, mais qu'on exige une réparation. C'est tout à fait légitime. Ça doit permettre à ces gens qui font ça qu'ils comprennent qu'il y a toujours une loi. Une fois qu'on fait des bêtises ou une fois qu'on procède à des assassinats de nos élites, qui doivent s'expliquer, qui doivent répondre et qui doivent réparer. C'est très important. Merci. Merci. Alors, monsieur Jean-Richard, M. Gaïnou, on n'a pas entendu ce sujet-là? Écoute, sur le sujet de l'acquittement de M. Caméré, il faut reconnaître que pour une fois, peut-être que la justice veut réparer son injustice. Et lorsque la justice veut réparer son injustice, on se pose toute une série de questions. Ce n'est pas commenter, mais c'est se poser des questions. Parce que M. Caméré avait été quand même condamné à 20 ans, et puis sa peine a été réduite à 13 ans. Et aujourd'hui, il bénéficie d'un acquittement. Donc, il faut se poser la question de savoir si notre justice est vraiment indépendante. Parce que cet acquittement-là, il faut le dire, a suscité deux opinions contraires. Vous avez l'opinion qui pense qu'il s'agit de la continuité de l'impunité. Et vous avez une autre opinion qui dit c'est l'injustice qui a été réparée par la justice. Et donc, ça fait deux thèses différentes. Alors, pour moi, je vois en cela une affaire qui peut-être a eu, si vous voulez, beaucoup de, comment j'allais dire ça, beaucoup d'écueils. Parce que, est-ce que la justice avait suffisamment d'éléments? Parce que l'acquittement est justifié par le manque de preuves. Alors, pourquoi l'avoir condamné d'abord à 20 ans? Et puis, pourquoi avoir réduit la peine à 13 ans? Après la condamnation de 20 ans, je pense qu'il avait fait appel et la justice aurait pu, en ce moment-là, vérifier les preuves. S'il n'y a pas de preuves, on aurait dû directement l'acquitter que de le condamner à 13 ans. Et puis aujourd'hui, on arrive à l'acquitter. Vous voyez que nous avions des problèmes. C'est au niveau aussi de nos institutions. Les institutions doivent s'affirmer comme telles, doivent prendre leur indépendance, ne juger que sur les faits. Parce que je crois qu'en justice, on dit, le doute profite à l'accusé. Mais il faut utiliser tous ces principes-là pour juger quelqu'un et ne pas le juger parce que vous avez la main de l'homme politique qui vous dit, voilà. Tant que nous n'aurons pas des institutions indépendantes, capables de dire non à l'homme politique, nous allons toujours vivre ces coups-là, un coup bien, un coup mal. Nous allons vivre aussi des gens qui vont payer pour rien alors qu'ils sont totalement innocents. Alors, moi, je suis un peu sidéré de voir ce que je peux appeler un cafouillage de la justice pour un grand pays comme la RDC. Ça aurait été un acquittement simple comme ça, j'allais dire oui, mais de là, quand on regarde les étapes de ce procès de l'accusation de M. Caméré, on est en droit quand même de se poser des questions sur notre capacité à juger ce que nous prétendons avoir commis des fautes. Voilà, vraiment, moi, ça m'a choqué, pas par rapport à M. Caméré, mais par rapport à nos institutions, la manière comment elles fonctionnent. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne quand même conscience. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait avant de condamner quelqu'un, pour ne pas condamner des innocents ou pour ne pas laisser les coupables aussi dehors. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Monsieur Samana Kombi, le procès Caméré, plusieurs leçons. Je vous ai donné mon avis. D'accord. Vous avez déjà parlé, tant pour moi. La politique et la justice en RDC, c'est un courant des autres troubles. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, obtempérons. D'accord. Obtempérons et le temps viendra où, s'il y a nécessité, après analyse profonde, je vous donnerai notre avis. D'accord, merci. On reviendra quand on aura le sujet une autre fois. Merci beaucoup. Alors, on passe au troisième sujet qui est sur le Mali et le Sénégal. On fait, comme on dit en Angleterre, le 2 en 1. Monsieur Koné, vous allez être celui qui allait intervenir. Au Sénégal, on a un duel qui de plus en plus monte en puissance. C'est Sonko face à Macky Sall. Macky Sall qui essaye il essaye, mais c'est pas encore visible. En tout cas, il essaye ensemble percevoir une volonté de faire un troisième mandat. Alors, je crois savoir que la constitution, jusqu'aujourd'hui sénégalaise, ne permet pas de faire un troisième mandat. Et puis, vous avez au Mali,
l'équipe de la transition. On apprend que M. Choguel, le Premier ministre, serait poussé dehors parce que le président de la transition aurait tripatouillé lui aussi un peu les textes qui prévoient les prochaines élections et il serait lui-même, il a essayé de s'ouvrir une porte, paraît-il. Je dis bien paraît-il au conditionnel, pour lui-même pouvoir se présenter. Mais depuis un moment, est apparu aussi un autre Sonko qui est l'imam Mahmoud Dicko. Déjà, vous pouvez me dire c'est qui cet imam? Parce que j'ai cru comprendre qu'au départ, il était du côté de la transition. Et là, il n'est plus d'accord avec la transition. Qui est ce monsieur Mahmoud Dicko, l'imam du Mali? Merci, M. Kaïs, pour cette question. Donc, l'imam Mahmoud Dicko, comme on le dit, c'est une personnalité publique du Mali. C'est un religieux très influent au Mali et puis qui a côtoyé avec tous les pouvoirs depuis, je dirais, si je me permets, depuis peut-être Moussa Traoré, après Alpha Omar Konaré, après Amadou Toumani Touré, après Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'à celle du coup d'État du 20 août 2020. Donc, c'est une personnalité connue. Il était même considéré comme la personnalité morale du mouvement du M5 RFP parce qu'il était considéré de cette façon parce qu'on avait donné cette légitimité. En réalité, l'imam Dicko, un imam reste toujours un imam. Donc c'est un religieux, mais on peut pas l'empêcher d'avoir des opinions, des objectifs politiques, c'est tout à fait normal parce que c'est d'abord un citoyen malien avant d'être un imam d'abord. Ça c'est clair et net. Donc il a soutenu, il a même été l'instigateur du mouvement social au Mali ici par rapport à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais une fois qu'il y a eu cette démission forcée du président de la République, donc l'imam est resté toujours avec les militaires, toujours avec les politiques maliennes, surtout avec les M5 RFP. Mais nous avons constaté qu'à un moment donné, il a décidé de changer de fusil d'épaule. C'est son droit, il peut le faire comme il le souhaite, c'est tout à fait son droit. Donc je pense que en tant que personnalité morale, il a eu une critique virulente sur la transition en disant que le gouvernement malien est arrogant. Donc je pense que le gouvernement malien n'est pas du tout arrogant, au contraire. Donc je pense que moi je ne suis pas, mon combat pour le Mali, c'est pas un combat de personne. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tel ou tel autre. Non, j'essaie d'analyser, d'avoir une analyse objective sur la situation du pays. Donc, je pense que Imam Mahmoud Dicko, il avait toute une reconnaissance du pays, mais c'est par son comportement, par ses choix politiques aussi, qu'il y a eu aussi une fissure, si je peux me permettre de le dire de cette façon, une fissure parce que l'ancien Premier ministre qui a été Mokhtar Wane avec l'ancien président de la transition Bandao qui ont été démis des fonctions. Donc je pense que Imam Mahmoud Dicko, son choix, c'était ce premier ministre civil. Donc je pense qu'il a fait des choix qu'il continuera à assumer. Ça c'est clair et net. Donc, oui, mais quelque part, est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui raison? Parce que moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, RFI dit que le président Goïta, sur la nouvelle monture qu'il a proposée pour prolonger de 2 ans son mandat et la possibilité d'avoir des élections à l'issue de ces 2 ans-là, il se propose lui aussi d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que l'imam n'a pas eu raison de dire attention? Non. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Donc, normalement, une transition, ceux qui conduisent les actions de la transition ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est clarifié. Tout le monde le sait. Donc, je ne vois pas comment on peut manipuler des textes pour dire que Assimi Goïta va être candidat. Non, c'est pas possible en réalité. Parce que normalement, pour qu'il soit candidat, dans la loi malienne, un militaire, quand il démissionne 6 mois avant les élections, il peut se présenter aux élections présidentielles. Mais nous sommes dans une transition. Au Mali, nous avons eu tellement de transitions. La transition de 1991 conduite par Amadou Toumani Touré, paix à son âme. La transition de 2012 conduite par Diongouna Traoré. Mais aucun de ces personnalités présidents de transition n'ont jamais été capables de dire qu'ils vont être candidats à une élection présidentielle. Non, c'est pas du tout le cas. Qu'on arrête cette manipulation. RFI dit ce qu'il pense en réalité. Mais aujourd'hui, moi, je pense que Assimi n'a jamais dit ça. La transition malienne ou le gouvernement actuel n'a jamais dit que Assimi sera candidat. C'est pas possible. Il peut pas être candidat. Ça, c'est clair et net. S'il veut être candidat, il va démissionner et puis confier la transition à quelqu'un d'autre et puis se préparer pour les élections. En plus, c'est pas un homme politique, c'est un militaire. Donc, nous souhaitons qu'à la fin de cette transition, que les forces de défense et de sécurité retrouvent leur rang.
qu'ils aillent défendre l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, je pense que c'est de la manipulation, de la spéculation en disant que la transition, on est en train de manipuler les textes pour que Assimi, il n'y a pas de logique qu'Assimi soit candidat, il n'y a aucune raison. Donc tout est défini dans la charte de la transition, tout est défini dans la constitution malienne. Donc Assimi en tant que tel n'est pas candidat, mais on va voir pour l'instant. Pour l'instant, c'est les autres qui spéculent un peu en disant qu'il va être candidat ou pas. Non, c'est pas du tout le cas. Je pense que Assimi, c'est vu le parcours qu'il a fait, vu le combat qu'il a déclenché avec le premier ministre Choguel Kokalamaga, ils n'ont aucun intérêt à être candidat à cette élection. S'ils voulaient être candidats, ils n'allaient pas rentrer dans cette transition. Donc, je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pour mener cette transition au bout. Et je peux vous garantir qu'aucune de ces personnalités de premier plan ne serait candidat aux prochaines élections du Mali. Ça, c'est clair et net. Tout est défini. D'accord. Monsieur Koné, d'accord, on vous a perdu, on va passer aux autres. Hein. Monsieur Gaïno, vous qui êtes... Se refaire à la... Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, ça a coupé un peu. Vous pouviez conclure parce que vous aviez fait aux 3 minutes. Oui, je disais que les gens se réfèrent à cette constitution de 1991 où un militaire, à la fin, peut se présenter au bout de 6 mois s'il démissionne. Mais c'est pas le cas. On peut pas conduire une action et en même temps dire qu'on va être candidat. On peut pas être l'organisateur en même temps candidat. Donc, il n'y a pas de sens d'avoir ce débat parce que ça va pas se passer. Ça, c'est sûr, je peux vous garantir ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je disais, monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue, vous analysez ça, vous dites, peut-on faire confiance aux politiciens? On peut faire confiance aux militaires aussi parce que on a bien vu monsieur Amani Touré qui a conduit la transition. Lui aussi a été candidat après. Hein. Oui, monsieur Caius, mais il faut toujours savoir distinguer les choses. Je crois qu'il ne faut pas toujours faire un amalgame entre le comportement des uns et des autres. Le Mali est un pays qui a eu une certaine, un certain comportement qui a suscité l'admiration un peu de beaucoup de gens qui suivent la politique malienne. Donc, moi, je crois en leurs paroles, je crois à ce qu'a dit le gouvernement de transition, qui ne seront pas candidats, je ne vois pas pourquoi. Les gens aiment spéculer, ça c'est le devoir de tout un chacun. Moi je crois que là, il n'y a pas de commentaire à faire, il faut attendre. Nous n'avons aucun élément et on n'a pas entendu ni les discours, ni même par le comportement de ces gens-là. Il n'y a rien qui montre qu'ils seront là éternellement, vitam aeternam. Je ne crois pas. Moi j'aime bien faire confiance aux gens et j'aime voir ce qui se passe. Mais par contre, sur les autres sujets, bon, je suis vraiment désolé parce que je dois vous quitter. Je suis à l'extérieur de chez moi et je suis resté dans une famille qui s'impatiente. Donc, je voudrais tout simplement dire aux auditeurs de m'excuser et puis la prochaine fois, je pense que je vais prendre tout mon temps pour apporter mes analyses et peut-être ma petite modeste contribution à la compréhension de certains événements qui se déroulent dans notre continent. Donc, je vous remercie et je vous dis très prochainement et excusez-moi de... Monsieur Gaïno, d'accord, merci, on vous dit au revoir, mais ne profitez pas parce que vous voulez profiter de l'occasion pour aller un peu siffler un peu de vin rouge parce que Madame Keke a été élue. Hein. Finissez pas, interdit, hein. Finissez pas toutes les bouteilles, monsieur Gaïno. C'est la vie, hein, c'est pas interdit. Voilà, quand on peut fêter... On peut se permettre un petit moment quand même, on peut se permettre dans la vie. Un petit moment de distraction, c'est toujours important. D'accord, bon alors on va passer à monsieur Ndian, à bientôt monsieur Gaïno. Monsieur Ndian, alors, vous qui êtes un politicien, les militaires au pouvoir, on en a beaucoup en Afrique, hein. On en a au Tchad, on en a au Congo, on en a dans plusieurs pays. Hein, ils sont en costume, c'est vrai, mais ils sont des militaires. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut, comme dit M. Koné, la Constitution ne le permet pas, sauf si dans 6 mois, avant la fin de leur mandat, ils démissionnaient. Monsieur Caius, je ne veux pas rentrer dans les subtilités secondaires de votre question. Je reste dans les subtilités principales de votre question. Allez-y. Je dis ceci, il ne faut pas toujours faire confiance à une radio dont la ligne éditoriale est connue. Attention, l'histoire nous montre que parfois certaines informations issues de cette grande radio sont erronées ou sont politiques. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes sur des spéculations. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucune preuve, aucune indication directe ou indirecte qui nous fasse montrer que le Conseil national de transition actuel va se représenter pour une prochaine. Non. Il n'y a aucun indice, aucune indication. Mais moi, j'aurais voulu ceci. On laisse le temps au temps.
que les militaires qui sont là au pouvoir, exceptionnellement suite à ce qui s'est passé au Mali, conduisent la transition jusqu'à la fin et après on verra. Il faut attraper le voleur avec la chose volée. Mais il ne faut pas être là dans les spéculations, dans des stéréotypes. Oui, mais est-ce que avec l'expérience, monsieur, avec l'expérience, monsieur connaît, monsieur Gaïno qui est parti, et puis tous ceux qui sont là, avec l'expérience, il ne faut pas aussi prévenir. La prévention, c'est pas un homme averti n'en vaut pas trois ou n'en vaut pas deux. Mais oui, mais la prévention, elle se fait sur la voie légale. Aujourd'hui, il y a un code, il y a une loi. Vous avez l'imam qui dit attention. Vous avez au Sénégal monsieur Sonko qui dit attention, Macky Sall est en train de jouer un mauvais jeu. Alors est-ce que ces gens-là, on peut pas prendre en considération ce qu'ils disent aussi? Veillez, bien sûr, on respecte leurs décisions, mais nous veillons à ce qu'on ne soit pas surpris. Tout ce que disent les gens qui observent la politique ouest-africaine pour le moment, oui. Vous savez qu'il y a eu des coups d'État qui, à l'époque, ont été salués par le peuple. L'imam Dicko, lui-même, en son temps, a salué le coup d'État qui s'est passé au Mali. La situation du Mali étant assez particulière, il a soutenu ce coup d'État parce qu'il pensait que le pays allait à la dérive. Aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, le voilà qui sort pour venir trouver que ces militaires sont arrogants, alors que jusqu'à présent, ils avaient fait de bonnes choses pour ce qui est de la lutte contre le djihadisme. Oui. Mais une semaine après que cet imam ait parlé, nous avons tous appris qu'il y a eu 130 personnes qui ont perdu leur vie. Est-ce qu'il faut brancher ceci à cela? Est-ce qu'il faut chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Oui. Mais toujours est-il que l'imam Dicko devrait pouvoir d'abord savoir faire confiance. C'est vrai, on a vu des militaires ici et là qui n'ont pas fait confiance, qui ne sont pas revenus par des coups d'État qui ont été salués. Mais le Ghana, s'il est en route aujourd'hui sur le chemin démocratique, et plus jamais le Ghana ne reviendra en arrière, nous le souhaitons, c'était l'œuvre d'un militaire. Quand il s'en est allé, il a vu que les choses n'étaient pas bonnes. Il est revenu une deuxième fois. Jerry Rawlings, paix à son âme, là où il est, lui aussi, il rejoindra les noms des grands enfants africains qui a fait quelque chose pour cela. Lui, il a pourtant été militaire. Mais il y a des militaires qui, en imposant leur volonté au peuple, aujourd'hui, ne font rien pour ce peuple. Ceux-là, c'est des mauvais militaires. Ceux-là, c'est des gens qui n'ont rien compris à cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne devrait pas les compter pour autant. Ils ont très peu été militaires. Comme disait quelqu'un, c'est des politiciens qui se cachent sous la veste des militaires. Il y a 4-5 pays en Afrique aujourd'hui où vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un coup d'État demain, les gens vont se mettre dans la rue pour sauter de joie. Parce que ce que les gens vivent dans ces pays-là, c'est loin de la démocratie. Et ce que vit le peuple malien aujourd'hui est bien mieux que ce qui se passait avant-hier. Ce qui se passe au Sénégal, par contre, je ne sais pas si l'actuel président du Sénégal a oublié comment lui-même est arrivé au pouvoir. S'il a oublié les circonstances qui ont fait que toute l'opposition se soit réunie derrière sa candidature pour faire face à l'ancien président sortant qui était maître, j'oublie son nom, Abdoulaye Wade, qui a voulu se pérenniser au pouvoir et qui, après cela, préparait son fils, et l'opposition avait vu que non, c'était lors du SOPI qu'ils appelaient là-bas changement. Aujourd'hui, il y a en face de lui quelqu'un qui est comme lui il était quand il venait aux affaires. Quand il est venu aux affaires à l'époque, il avait même dit qu'il pouvait se contenter d'un seul mandat. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir faire tout ce qui est différent de ce qu'il a dit. Est-ce que c'est un syndrome africain? Qui sait? Mais il faut dire que la capacité de nuisance de l'imam à Bamako est suffisamment grande. Et si lui, il s'associe à 2-3 personnes qui ne sont pas contentes d'avoir perdu certains accords, certains bénéfices sur le Mali, ils vont déstabiliser cette partie de l'Afrique encore. Voyez-vous, le Mali signe des accords avec la France pour dire venez nous aider à lutter contre ces gens-ci. Et quand les Maliens se rendent compte que ce pourquoi vous êtes sur le pays depuis bientôt une éternité n'a pas marché, est-il possible que vous vous en alliez, qu'on appelle d'autres? La France fait une menace pour dire si vous appelez la Russie, nous on va quitter. La Russie est venue jusqu'à aujourd'hui, elle y est encore. Elle a commencé à quitter, mais elle est en train de traîner les pas. Avant-hier, elle a voulu même faire partir des armes là-bas. N'eût été la vigilance du peuple burkinabé, ça devrait changer. Cela a valu le poste au président burkinabé Roch Kaboré, qui est parti parce que les Français ont pensé qu'il a été nul. Donc, je crois que l'imam Kaboré l'imam Dicko ne devrait pas se précipiter. Si vous connaissez l'histoire de Lech Walesa, qui était en Pologne,
ce monsieur a été celui qui a été... Si vous pouvez conclure sur ce sujet pour que d'autres puissent pas intervenir, M. Ngoma. Lech Walesa a été plébiscité comme celui qui devrait remettre la Pologne sur les rangs. La première élection, d'après la libération, après la chute du mur de Berlin, ce monsieur a gagné les élections avec plus de 70%. Et à la deuxième élection, parce que ce monsieur s'est montré incapable, il n'a pas pu avoir 5%. S'il était peut-être un dictateur africain, il aurait pu avoir 82%. Mais les gens ont compris qu'il était peut-être un bon parleur pendant qu'il était à l'opposition. Quand il a eu le poste, il n'a rien pu faire. Il est parti. Et donc, laissons donc à la transition malienne la chance de redresser ce qu'il y a à redresser et de remettre aux politiciens maliens un pays en état de se gérer et des militaires qui, certainement, n'auront plus besoin de vouloir se faire une place sur le champ politique. Celui qui veut se faire une place sur le champ politique, il devra quitter les armes et se faire civil et à ce moment convaincre la majorité de son peuple qu'il a un projet qui porte et donner la possibilité à ce que cela se termine et quand ça ne marche pas, que le peuple soit convaincu pour en voter un autre. Mais nous sommes trop habitués. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un arrive, tel que les gens font, par exemple chez Tshisekedi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez conclure pour que les autres, je puisse faire parler, monsieur? Il est en train d'avoir un échec et qu'on peut l'enlever parce qu'il est en échec en plein mandat. Mais pourquoi n'attend-on pas Monsieur Ngoma, s'il vous plaît, monsieur Ngoma, son mandat, oui, aller à une élection et voter pour que l'on puisse avoir une nouvelle personne? Oui, je vous écoute, Caïus. Oui, non, c'était pour vous dire si vous pouviez conclure pour qu'on puisse... vous aviez interrompu M. Ndjian qui était en train de finir lui aussi, et il y a M. Samuel Nakoumi qui n'a pas encore intervenu. Si vous pouviez conclure. Ok. Vous avez conclu? Non, je le laisse finir parce que je pensais qu'il y avait un vide là, voilà pourquoi je suis intervenu. Non, merci beaucoup, merci pour cette intervention. Monsieur Ndjian, vous vouliez terminer? Vous étiez terminé? Oui, je voulais terminer donc sur Macky Sall. Bon, moi je pense toujours que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour l'imam, pour le Conseil national de transition, laissons le temps au temps. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui qu'ils vont se représenter ou bien qu'ils seront des candidats ou bien qu'ils sont non. Ça, c'est encore de la spéculation, c'est encore des stéréotypes, c'est on prête des intentions politiques au Conseil national de transition. Donc, ils ont une loi qui les régit, eh bien, regardons la loi. Tant qu'ils sont en conformité avec la loi, il n'y a pas de souci, on les laisse aller jusqu'à la fin de leur transition. Maintenant, si à la fin de leur transition, ils posent des actes qui sont... Vous parliez du Sénégal, là. Vous êtes reparti au Mali, hein, parce que vous parliez du Sénégal entre-temps. Oui, non. Je parle du Mali, là. Oui. Bon, maintenant, le Sénégal, c'est Macky Sall. Je pense qu'également, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, je n'ai aucune indication, je n'ai aucune preuve, je n'ai aucun facteur, je n'ai aucun comportement de la part de Macky Sall qui laisse présager qu'il veut briguer un deuxième mandat en 2024. Bah, si, malheureusement, parce qu'il est en train de barricader. Il a arrêté certains leaders politiques qui devaient aller... Mais ça, c'est les émeutes qui ont eu lieu. Non, les émeutes font suite de son interdiction de les laisser manifester librement, comme le permet la loi sénégalaise. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec son positionnement. C'est-à-dire que le fait qu'il souhaite... Il a suspendu la liste de ses opposants. Voilà. Parce que l'information de M. Ngoma, il a suspendu la liste de ses opposants. Participation aux élections, la liste de son opposant le plus farouche. Monsieur Ousmane Sonko, c'est ça, hein? Sonko. C'est ça. Bon, mais écoutez, jusqu'à preuve de... je pense que la prochaine élection présidentielle, c'est en 2024. Est-ce que c'est pas trop tôt il a déjà fait 2 mandats? Je pense que la Constitution sénégalaise lui autorise un 3e mandat, c'est ça? Non. Bon, non. Donc si la Constitution sénégalaise ne lui autorise pas un 3e mandat, quelles que soient les mesures draconiennes qu'il est en train de prendre maintenant, l'arrestation des gens suite à telle émeute ou à tel événement, c'est encore trop tôt pour que nous puissions nous permettre de dire que cela présage à un 3e mandat. Le moment venu, c'est sûr et certain. Si la Constitution sénégalaise ne l'autorise pas, le moment venu, il va chercher à la tripatouiller. Et à ce moment-là, on saura que non, il a des intentions. Oui, mais ça peut être trop tard. Mais c'est seulement Nkombi qui n'a pas intervenu. Les observateurs avisés disent qu'il veut contrôler le Parlement maintenant, de sorte qu'avant 2024, il change la Constitution, qu'il diminue le nombre d'années du mandat présidentiel et de ce fait, il y aura un changement constitutionnel et de ce changement constitutionnel, ça lui donnera une possibilité de revenir aux affaires parce qu'il aura changé la longueur du mandat présidentiel. D'accord, monsieur, on va laisser M. Samuel Nkombi, s'il vous plaît, intervenir. Il veut M. Samuel Nkombi. Oui. Macky Sall, M. Sonko. Pour la situation du Mali, oui.
je m'en tiens à la ligne donnée par M. Ngoma, qui fait une analyse pointilleuse et qui recommande le temps et la prudence. C'est la même chose que dit monsieur. Maintenant, C'est même ce que dit monsieur Koné, que dit monsieur Ndion aussi. Hein. non, ce que je dis, non. Oui. Ça, pour le cas du Sénégal, je recommanderais à notre ami Gabriel de chercher à aller déjà voir ce qui se dit sur Macky Sall. Nous en avons parlé en off. C'est pas des intentions, c'est encore des intentions qu'on lui prête. Non, c'est pas des intentions qu'on lui prête. C'est lui qui fait donner des intentions. Ce sont les signes qu'il donne. Les signes qu'il donne tendent à penser qu'il veut briguer un mandat. Les signaux qui sortent de Macky Sall et son équipe font croire que la personne est partie sur une dynamique de s'octroyer un troisième mandat. Ce qui est contraire à la Constitution et ce qui est contraire à ce qu'il avait dit. Nous recommandons ceci parce que la situation du Sénégal, quand on voit le parcours de ce pays depuis l'indépendance, avec le président, comment tu l'appelles, Léopold Sédar Senghor, qui est venu finir sa carrière politico-professionnelle en France, avec celui qui était Abdou Diouf, avec encore Abdou Diouf, quand on lui avait proposé de lâcher l'affaire pour aller venir prendre la place au niveau de la francophonie. Oui, la francophonie. La francophonie. Et après, on avait dû donner les enjeux géopolitiques internationaux, ont permis au Abdoulaye Wade de passer à la présidence. Et ce dernier arrive, l'ivresse du pouvoir a failli conduire le Sénégal vers une dérive. Et il avait dans son giron un certain Macky Sall et les Occidentaux ont poussé poliment Abdoulaye Wade dehors pour donner la présidence à Macky Sall. Cela est le travail de détermination réalisé par le peuple sénégalais. Nous recommandons ceci au peuple sénégalais de ne pas lâcher l'affaire. Parce que le rapport de force, c'est ce qui fait plier les milieux occidentaux et les milieux économico-financiers occidentaux. Et comme chez nous, malheureusement, tous ces sous-préfets disent au départ que c'est le peuple de la France. Pour preuve, à la fin de leur mandature, tous viennent finir leur vie en France. Donc voilà la leçon à retenir. Et j'ose croire que si notre peuple à nous, quand je parle de notre peuple, le peuple congolais pouvait comprendre les enjeux, comme l'a fait le peuple sénégalais, je crois que l'Afrique se porterait mieux. D'accord. Merci. Merci. Bon alors, monsieur Ndion, je peux intervenir? Oui, allez-y. Oui, désolé parce que c'était coupé. Donc, je disais par rapport au Sénégal, Macky Sall Sonko. Donc, quel intérêt monsieur Macky Sall a à aller chercher un troisième mandat? Quelle expérience, quelle créativité, quelle énergie il a aujourd'hui? Je pense qu'il est épuisé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on passe 2 mandats, 5 ans, 10 ans à gérer de façon correcte, de façon digne un pays, on ne peut pas vouloir aller chercher un troisième mandat parce que ça n'a pas de sens en réalité. Quelle capacité il a aujourd'hui? Nous avons vu ceux qui ont fait leur troisième mandat et puis prenons l'exemple sur le président Ouattara, prenons l'exemple sur l'ancien président guinéen Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils avaient comme énergie? Regardez Ouattara, qu'est-ce qu'il prouve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il arrive? Cette capacité intellectuelle, cette énergie, cette mobilisation, ils n'ont plus parce que le pouvoir, ça use. Ça use énormément. Quand on est capable de gérer un pays pendant 10 ans, je pense que c'est largement suffisant. Il faut savoir dire non et puis de partir de façon digne. Et puis par rapport à Macky Sall, il a intérêt surtout parce que c'est que Macky Sall, si jamais, je dis pas dit qu'il est en train de changer les textes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais si jamais c'est le cas, en plus de ça, il a la présidence de l'Union africaine. Quelle image il envoie aux autres pays du continent africain? Donc, je pense que c'est encore mieux. Nous savons qu'au Sénégal, il y a cette habitude. Je peux me permettre de dire ça. Il y a cette habitude. Il n'y a pas de coup d'État, mais en réalité, une fois qu'un président sortant finit ses 2 mandats, essaie d'attenter encore pour aller vers un troisième mandat. Ça s'est passé avec le cas de M. Abdoulaye Diouf. Ça s'est passé avec M. Abdoulaye Wade. Et actuellement,
Je ne sais pas si c'est encore ses intentions. Si jamais c'est le cas, Macky Sall a intérêt à se poser des bonnes questions, à se dire que non, je ne peux pas faire ça. Même si le Sénégal le permettait, je ne pourrais pas le faire parce qu'aujourd'hui, je représente tout un continent. Je ne vais pas donner cette image négative aux autres pays africains. Ça n'a pas de sens en réalité. En revenant sur l'imam Dicko du Mali, je pense que l'imam Dicko, c'était une personnalité. Je peux me dire que c'était une personnalité adorée des Maliens. C'était une personne qui était véridique. Mais en réalité, depuis sa dernière sortie, les gens se posent réellement la question. Moi, personnellement, je n'ai plus confiance à cet imam qui sort pour critiquer, pour déstabiliser en réalité. Pour faire plaisir à qui, on ne sait pas encore pour l'instant. On ne sait pas pour qui il veut faire plaisir. C'est tout ça le plus important. Pourquoi aller déstabiliser, aller traiter la transition d'arrogant ou de ceci, cela, ça n'a pas de sens en réalité. En plus, c'est lui qui a été l'initiateur, l'instigateur de tout ça. Donc, je pense que c'est dans son intérêt, dans l'intérêt du Mali, de se réconformer et de faire attention à ses prises de position. C'est ça le plus important en réalité. Sinon, tous ces anciens oui. Monsieur Koné, est-ce que je peux comprendre que votre raisonnement, votre argumentaire est le point de vue officiel du Rama, ou je me trompe? Non, c'est mon point de vue personnel en réalité. Mais je pense que le Rama va se retrouver dans ce truc-là en réalité. Ça, c'est mon point de vue personnel en disant que ça n'a pas de sens d'aller... Pour les auditeurs, le Rama, c'est le rassemblement... Le rassemblement des Maliens. Nous sommes un parti actif, nous sommes un parti ouvert à tout. Donc, nous, les propos que je le tiens à mon propre nom et je le tiens au nom du Rassemblement des Maliens. Donc moi, personnellement, quand on me demande l'imam Dicko, j'ai énormément confiance. J'avais confiance, mais depuis sa dernière sortie, j'essaie d'être prudent, j'essaie de faire très attention parce que je ne veux pas me laisser manipuler par qui que ce soit en réalité. C'est tout ça le plus important. Merci. Donc le Rama, merci à vous.